projet Trambus Télé Diagonale sur le territoire de Nîmes Métropole, mais qui est exclusivement sur la ville de Nîmes, la ville-centre. Donc, je ne sais pas si on voit bien aussi. Oui, mais je ne sais pas comment ça rendait en taille. Donc là, on voit, en gros, c'est un projet qui traverse de part en part la ville de Nîmes. Donc on est vraiment en deux extrémités, à l'est et à l'ouest. On dessert énormément de pôles d'attractivité du territoire. Donc à l'est, la salle de musique actuelle Paloma. À l'ouest, le CHU, qui est le plus gros employeur du département du Gard. Et au milieu, énormément de lycées, le centre-ville, les commerces du centre-ville, la mairie, la gare SNCF de centre-ville, donc énormément d'équipements. On a un projet, une opération qui a 118 millions d'euros et on a 80 millions d'euros de travaux prévus avant la fin du mandat et après et pendant le prochain mandat. Une grosse phase 2018-2019, donc ce qu'on voit c'est la partie ouest. On a en gros 45 millions d'euros de travaux à faire en 10-12 mois. Donc une grosse densité de travaux et un impact assez important à imaginer sur le fonctionnement du territoire. Là, plus précisément, on voit quelques visuels en centre-ville où on vient reprendre de façade à façade tout au long de notre parcours, ce qui en fait un projet bien au-delà d'un projet de transport, mais un vrai projet d'aménagement. On imagine 40 000, on espère 40 000 voyageurs à terme. Donc à terme, c'est une fois qu'on aura fait les 12 km et une fois que des opérations, notamment à l'ouest, se seront développées. À la mise en service en complète en 2021, on sera autour de 28 000 voyageurs, avec une amplitude horaire qui est de 5h30 à minuit, qui va rendre service notamment dans les quartiers sensibles, puisque beaucoup ont des horaires décalés et ont un grand besoin de ce service en transport en commun. Et on améliore le temps de trajet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait d'est en ouest, on le fait en au moins 1 heure si ce n'est plus, c'est l'objectif, très ambitieux quand même, mais l'objectif c'est une demi-heure. On sera un peu au-dessus d'une demi-heure pour traverser la ville. Et on part sur un bus de 24 mètres, donc, qui ne roule pas encore en France, donc on a quelques délais d'homologation. On est sur une autorisation hybride de gaz électrique, donc, qui roule en Suède, qui roule en Norvège, donc qui roule par ailleurs, mais qui n'est pas encore homologué en France. Les gros intérêts par rapport à l'hybride diesel qu'on peut avoir, c'est qu'il sera moins bruyant, moins polluant, donc moins de particules fines en centre-ville. Le fait d'avoir une batterie, c'est qu'il sera éteint en station, donc avec un certain goût, ce qui sera un vrai confort pour les usagers. Quelques visuels sur les deux extrémités. Donc, extrémité ouest, on a un P+R, Laennec, avec 240 places de voitures sur un emplacement qui est très contraint. Donc, on a un ouvrage qui intègre la station en son rez-de-chaussée et qui est sur 3 niveaux, qui est très proche de riverains et de commerces, et à proximité immédiate du CHU et à l'entrée de ville ouest, donc qui sera nécessaire pour capter une partie des véhicules, puisque l'objectif c'est d'avoir entre 8 et 10% de report modal du véhicule sur le trambus. Donc toujours pareil, à la fin du projet, donc à échéance 2021-2022, une fois qu'on aura fait les 12 km, et à l'est, on va utiliser le parking de la SMAC Paloma pour la mutualiser et en faire un parking relais, donc en faisant que peu de travaux. On a des horaires compatibles entre une salle de spectacle et des gens qui vont travailler ou qui vont dans les commerces de centre-ville. Et donc, plutôt que de faire un équipement parallèle, on mutualise nos équipements de Nîmes Métropole. Un petit point sur notre planning qui est, depuis le début, très contraint. Peut-être trop contraint, on verra à la fin du projet s'il est trop contraint ou très contraint. Donc, on a fait une grosse concertation en 2016. On a fait autour de 25 réunions publiques, réunions d'acteurs, réunions dans les quartiers, pour essayer de toucher un maximum de personnes. On a fait beaucoup de
de faire pas mal de wattage pour une plaquette qui expliquait bien le projet. Mais on s'est rendu compte en enquête publique que ça n'a pas suffi, parce qu'on n'a pas touché tout le monde, loin de là. Certaines personnes ont surgi au moment de l'enquête publique. Donc la concertation a permis de valider quelques variantes et permis d'avancer pour toucher, essayer d'être au plus près des besoins des riverains. L'enquête publique qui s'est achevée le 10 août et dont on va avoir la déclaration d'intérêt général du projet le 8 octobre et la DUP à la fin du mois d'octobre, a permis de faire ressortir aussi d'autres éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de l'enquête publique. Donc on a modifié le projet, donc on va se rapprocher encore plus des usages. On commence les démolitions en novembre, on commence les travaux en fin d'année. On va notifier les marchés travaux alors qu'on aura la DUP fraîchement obtenue. Donc on essaie de faire chevaucher les étapes pour arriver à un objectif qui nous est donné, de mettre en service la moitié du projet en décembre 2019. Deuxième portion en décembre 2019, on met en service, on fait les finitions en 2020. Et en 2020, donc entre janvier et avril, on relance la suite pour une mise en service complète en mars 2021. Voilà, si tout se passe bien. Merci pour la description de ce projet très riche. Je vais maintenant demander à Daniel Garrett de nous rejoindre pour présenter un deuxième projet qui lui concerne le territoire de Sète. Merci Olivier. On se connaît. Alors moi je vais parler d'un projet qui est plutôt naissant. C'est vrai que le projet de métropole, on le voit là, est déjà passé en enquête publique. L'avancée du projet est bien avancée. Sur le projet de Sète Aglopole, le projet a démarré en tout début d'année. Un projet constitué d'une voie verte sur une ancienne voie ferrée et accompagné par un transport en site propre, un BHNS, sur les emprises d'une route départementale. Donc effectivement, là aujourd'hui, on est plutôt dans une phase un petit peu d'études préliminaires, de diagnostic, et on n'a pas encore autant de visuels à vous présenter que sur une métropole. Quelques parties prenantes, donc le maître d'ouvrage, c'est Sète Aglopole Méditerranée, avec la maîtrise d'œuvre d'ingénieur Europe accompagnée par IDEX, paysagiste. La MO donc, est assurée par la maîtrise d'œuvre en personne. Et j'ai souligné quelques parties prenantes qu'on a pu identifier à ce stade des études, comme les services instructeurs de l'État, bien sûr, parce qu'on a commencé à faire des analyses réglementaires pour savoir quels seront les dossiers à réaliser dans le cadre de ce projet. Les représentants d'une zone commerciale, on verra après, nous montrer un plan de situation. Donc ce projet desservira une zone commerciale. Le conseil départemental, bien sûr, puisqu'on utilise une route départementale comme support du HLS. La SNCF, puisqu'on franchit les voies ferrées, entre autres. Et puis bien sûr les communes. C'est un projet beaucoup plus modeste qu'Amine. Le montant des travaux est estimé à 17 millions d'euros. La longueur est d'environ 7 km. Et comme je vous le précise tout à l'heure, donc dans le terme de la certification HQ infrastructure, c'est inclus la réalisation d'une voie verte et la requalification de la RD2 pour permettre le passage de ce bus à haut niveau de service. Voilà quelques échéances inscrites donc, dans la démarche de certification HQ infrastructure. Quelques dates clés, on va dire, qui vont permettre de voir un peu l'avancement de la démarche HQ infrastructure dans le projet, avec donc les études préalables. C'est vrai qu'on s'était fixé en juin 2018, ça va être plutôt en fin d'année, quand on aura le premier audit sur cette phase d'études préalables. Une phase d'audit de conception prévue en janvier 2021, et puis mise en service en août 2021. Quelques spécificités de ce projet. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans un territoire où l'environnement est assez fragile. Il longe les temps de taux avec toute la fragilité que peut avoir les cantons dunaires. Passage aussi en milieu urbain, donc avec tous les dossiers que ça intègre. Le passage de l'urbain dans une tranchée dont deux falaises présentent un risque d'écoulement, donc le risque géotechnique.
Il y aura aussi une mise en valeur du paysage, du patrimoine naturel. Bien sûr, on longe les tantaux, donc un patrimoine assez fort au niveau de l'agglo. Énormément d'interfaces avec le département, les communes, leur rapprochement au pôle d'échange multimodal de Sète, mais aussi la zone commerciale de Balaruc. Voilà, on aura aussi comme support une maquette 3D pour communiquer et un engagement du maître d'ouvrage dans la démarche infrastructure qui s'est, on va dire, concrétisé en fin juin, début juillet de mois, avec un engagement auprès de Certivéa et l'engagement du projet dans cette démarche. On ne va pas avoir grand-chose sur le plan, mais on devine un petit peu le tracé. On devine ici le tracé de la RD2 et qui sert de support au projet, avec ici le pôle d'échange multimodal de Sète et plus au nord la zone commerciale de Balaruc qui sert de point final de ce projet. Merci voilà. pour cette présentation, Damien. Alors, quelques questions sur ces deux projets. Nous devions avoir un troisième projet présenté avec Toulouse. Malheureusement, ils ont eu un empêchement, ils ne pourront pas être avec nous aujourd'hui. Ça n'est que partie remise. Donc, par rapport à, on sent le vécu, hein, merci pour ces témoignages. Vous êtes en plein dans la conduite de ces projets. On sent toute votre passion, votre implication dans la tenue de ces projets. Qu'est-ce qui vous semblerait le plus remarquable dans les solutions que vous êtes en train de mettre en place à des degrés plus ou moins avancés? Qu'est-ce que vous avez envie de partager, de mettre en avant dans l'esprit de ces projets que vous êtes en train de conduire? En termes d'innovation, je vais commencer sur le territoire de Sète, donc il est vraiment au balbutiement, au démarrage. Donc, les premières réflexions, le territoire de Sète est assez engagé sur les territoires à maîtriser ses consommations énergétiques, notamment au travers d'un plan climat énergie territoriale. Et l'une des premières réflexions qu'on a pu avoir, c'est l'éclairage de ces voies vertes, avec sans doute un éclairage, on va essayer de mettre en œuvre un éclairage avec détection de présence qui va pouvoir comme ça s'éclairer au fur et à mesure de l'avancement des cycles, ce qui permettra comme ça d'éviter un éclairage sur continu qui provoque effectivement donc, une consommation énergétique inutile, qui provoque également aussi une gêne pour les espèces animales qui sont présentes sur le site, et puis une gêne aussi pour l'aspect esthétique du paysage. Alors le projet, c'est vrai que quand on regarde la démarche HQI, les applicatifs et autres, on essaie de nous... On n'a pas? Oui. On est bien avancé dans le projet, donc on essaie de recoller ces différents objectifs et on se rend compte que lui, très naturellement, il a tout un tas d'aspects du projet qu'on retrouve dans les étendues de la certification. Des exemples comme ça, le choix de type de matériel, les 24 mètres, c'est très particulier, ça apporte du confort pour la performance, la fréquence, l'amplitude des horaires, mais aussi le confort au sein du matériel du bus pour le transport des passagers. La motorisation choisie qui est hybride, disait Olivier, gaz et électricité, parce que 24 mètres en électricité, tout électrique ne fonctionne pas, donc avec quand même un apport sur les diminutions sonores, beaucoup moins polluant dans les émissions. Le tracé il est très structurant socialement, parce que sur les trois quartiers en unitaire, PNRU, une volonté forte. Une des variantes qui a été validée au cours de la concertation, c'était justement de pouvoir passer sur une espèce de boucle dans le quartier du Sud-Est qui est le principal. C'était important d'écouter les attentes, les besoins et de répondre sur le tracé à la desserte de tous ces grands équipements, le CHU, la fac de médecine, ces choses-là. La Vivenine, comme disait François, est très imprégnée de risque d'inondation. Il y a une gestion des eaux pluviales très ancienne qu'il faut prendre en compte et puis les effets présents. Donc, au cours des études, il y a eu vraiment une volonté d'internaliser le moins possible.
la gestion foncière, puisque le projet dans sa globalité fait à peu près 28 hectares et au final on maîtrise une grande partie des emprises puisqu'elles sont publiques. Il n'y a qu'un hectare, 1,5 hectare qui devra passer en expropriation quand on n'arrive pas à négocier à l'amiable. Donc il y a une volonté vraiment forte de, voilà, sur la gestion foncière de ne pas trop impactant. Les démolitions, c'est un peu inévitable dans un centre urbain, mais elles ont été fortement limitées, anticipées aussi beaucoup. Donc, les éléments durables sont soit sur le projet dans son esprit, parce que c'est des HNS, parce que c'est du matériel logique et autres, mais aussi dans la méthode de concertation, les choix de tracé, de positionnement. Et puis on espère aussi que la certification, ça nous apporte plus sur la traçabilité, le suivi, la méthodologie, parce qu'on veut dire, on est en plein mouvement, donc on part, on avance au fur et à mesure des étapes, et la certification, en tout cas le travail avec ce qui est référentiel, ça nous permettra de trouver un cadre, une étape, et puis pourquoi pas l'adapter, l'évoluer, puis l'adapter peut-être à d'autres projets émergents sur le territoire dans la mobilité. Alors justement, sur la certification, vous êtes en cours, vous êtes en plein travail, va bientôt être planifié pour vos opérations d'audit, un premier audit. Donc Maxime tout à l'heure nous a expliqué les vertus que nous, en tant que certification, et puis les retours de nos clients, bien entendu, nous donnons à l'audit, à cette phase qui est extrêmement importante pour le projet, mais également pour les équipes. Qu'est-ce que vous en attendez de cet audit? Et en quoi ça va être un élément important pour le déroulement de la suite du projet? C'est vraiment ça, c'est vraiment un cadre, un outil. Les éléments, on les a pour répondre, les projets, les choix, les décisions, les tracés et autres. Mais c'est pouvoir le formaliser, fixer. Alors, on a déjà passé les 2 premières phases, donc on va revenir sur ces éléments-là et puis retrouver dedans l'esprit et le sens des attentes pour pouvoir formaliser les outils, le process de suivi, de traçabilité, la communication. Ça mobilise aussi un petit peu les parties prenantes, l'équipe initiale, puis un peu plus largement les services d'exploitation, les différents partenaires aussi qui travaillent avec le département, les différents concessionnaires réseau. Donc, voilà. On essaie, ça peut être une trame de départ pour l'avancement qui est dans le cadre, qui nous permettra de suivre tout ça. Et puis après, un peu plus largement, pour l'instant, c'est vraiment les opérationnels, on va vraiment s'approprier l'outil. Après, peut-être au niveau des décideurs locaux, c'est une reconnaissance après de savoir-faire, d'une première action vraiment forte en matière de développement durable, de pouvoir avancer ça et mettre en œuvre. Puis continuer à s'inscrire dans la durée, ce qui est logique, jusqu'au bout, jusqu'à l'exploitation, parce qu'après, il y aura un temps de mise en service sur le long terme, tout à fait. Donc, Damien Carrel, vous avez une bonne connaissance de vos certifications par ailleurs, donc de ces phases d'audit. Qu'est-ce que vous en attendez sur ce projet? Sur le HU infrastructure, c'est vrai que ça va être une première d'ici la fin d'année, donc on va attendre un peu de pédagogie aussi de la part de l'auditeur. Et je pense que de la part du maître d'ouvrage aussi, une amélioration un petit peu du projet au travers de ces audits. Ce que j'attends aussi en tant qu'AMO, parce que je l'ai vécu aussi en tant qu'AMO sur HU Aménagement, c'était aussi, on attend dans ces audits, c'est effectivement c'est la convergence, ou en tout cas c'est le rassemblement de toutes les parties prenantes, des parties prenantes externes, mais aussi en interne. Et j'ai vécu comme ça un audit où finalement la gestion documentaire était gérée par l'assistante, et elle était présente aux audits, et elle avait une vraie partie dans le projet. Alors on verra dans les projets, on voit toujours le chef de projet, les techniciens, et voilà, il y a des parties prenantes parfois oubliées qui sont mises en valeur au travers des audits. Et j'ai trouvé ça très très fort lors de cet audit HU Aménagement. J'espère vous retrouver en HU infrastructure. C'est vrai que nous recommandons fortement à nos clients d'associer l'ensemble des collaborateurs dans cette phase cruciale qui est l'audit. C'est à la fois une reconnaissance de leur contribution, et puis ça permet d'inscrire l'équipe aussi dans la durée, tout comme le projet. Donc, je vous encourage très fortement à le faire. Ça peut effectivement aussi, dans des situations un peu difficiles, si jamais les parties prenantes parfois avaient des injonctions, on va dire, intenables, c'est avoir une occasion de les réunir et de repartir du bon pied, sans doute, après l'audit, pour
on continue la démarche. C'est un liant. Un liant de plus, un élément de concertation Tout de à fait. plus. Tout à fait. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces différentes présentations.